Pour les prisonniers de guerre allemands arrivés à Fort Robinson en 1944, la plus grande surprise n'était pas les barbelés ni les gardes, mais la découverte que les fermiers américains portaient leur nom, vivaient selon leurs traditions et travaillaient la même terre que leurs ancêtres. L'ennemi, en fin de compte, ressemblait beaucoup à leur famille. Le camion de l'armée cahotait sur la route de terre, les bâches latérales claquant au gré des rafales de vent chaud de la prairie. À l'intérieur, l'air était chargé de poussière et de sueur, et les hommes assis sur les bancs en bois parlaient à peine. Ce n'étaient pas des ouvriers agricoles américains se rendant au travail, mais des soldats capturés de Hell, autrefois fiers combattants sous le commandement de Rommel, désormais prisonniers de guerre au cœur de l'Amérique, dans le Nebraska. Le camion traversait champ après champ, rangée après rangée de betteraves sucrières, de maïs et de blé ondulant sous le soleil de fin d'été. Le paysage semblait infini, une mer de cultures reliées entre elles par des clôtures métalliques et des chemins de gravier. Pour les prisonniers, c'était un monde très éloigné des déserts brûlants où ils avaient été capturés, mais ce n'était pas seulement le nouveau paysage étrange qui les rendait silencieux, c'était ce qu'ils voyaient peint sur les boîtes aux lettres des fermes, des noms qui n'étaient pas seulement Smith ou Johnson, mais Müller, Schneider et Kruger, des noms qu'ils reconnaissaient de chez eux. L'un des prisonniers, un homme grand aux joues creuses et aux yeux encore endurcis par des mois de combat, se pencha en avant, donna un coup de coude à l'homme à côté de lui et murmura en allemand, « Siehst du das Müller und das Schneider Deutsch Namen ?» Tu vois ça, Müller et Schneider, des noms allemands? Les autres tendirent le cou pour regarder à travers les interstices de la bâche. C'était vrai, tous les quelques kilomètres, un autre nom de famille allemand marquait l'entrée d'une ferme familiale. Pour la première fois depuis leur capture, les hommes ne considéraient plus l'Amérique comme un ennemi sans visage. Ils voyaient quelque chose d'étrangement familier. Cette pensée les désorientait. Comment était-il possible qu'ici, à des milliers de kilomètres de la Bavière ou de la Rhénanie, des fermiers portaient les mêmes noms que leurs proches? Le camion fit une embardée en tournant sur une route agricole étroite. Quelques hommes s'agrippèrent instinctivement aux lattes de bois du plateau. Un soldat avec une cicatrice sur la tempe murmura, « Quel genre de pays est-ce donc, que nos noms se trouvent sur leur terre ?» Sa voix était partie émerveillée, partie incrédule. Personne ne lui répondit, car aucun d'entre eux ne savait. Les gardes assis à l'arrière du camion, leurs fusils posés négligemment sur leurs genoux, ne réagirent pas. Pour eux, ce n'était qu'une autre mission de travail, un groupe de prisonniers de guerre allemands partis aider à la récolte. Les fermes du Nebraska avaient besoin de main-d'œuvre et, les jeunes hommes de la région étant partis outre-mer, le gouvernement avait fait appel à des prisonniers comme ceux-ci pour combler le manque. Mais pour les prisonniers, le trajet était tout autre. Alors que le camion cahotait, des souvenirs ont commencé à remonter à la surface. Un homme a pensé à la ferme de son grand-père dans le Württemberg, l'odeur du foin fraîchement coupé et le son des cloches de l'église le dimanche matin. Un autre se souvenait d'avoir marché avec son père le long de rangées de betteraves sucrières presque identiques à celles-ci, même si les tracteurs étaient alors plus petits et les outils plus simples. Pendant un instant, les hommes n'étaient en soldats ni prisonniers, mais à nouveau des garçons de ferme, des enfants qui avaient grandi en travaillant la terre. L'ironie était toutefois profonde, ils avaient traversé les océans, mené des combats, et se retrouvaient maintenant sous bonne garde, contraints de travailler pour des hommes et des femmes portant le même nom de famille qu'eux. C'était comme si la guerre s'était repliée sur elle-même, brouillant la frontière entre ennemis et proches. À un carrefour, le camion ralentit. Une famille se tenait près de la clôture et regardait. Le père portait une salopette couverte de poussière, ses larges épaules étaient courbées par des années de travail à côté de lui, une femme se protégeait les yeux du soleil et un jeune garçon serrait un gant de baseball dans une main. Le garçon faisait signe de la main, sans comprendre ni se soucier que ces hommes étaient des prisonniers de guerre. L'un des Allemands, incapable de résister, leva légèrement la main en retour avant de la baisser rapidement sous le regard sévère d'un garde. Ce simple signe de la main resta suspendu dans l'air. Ce n'était pas de la propagande et ce n'était pas de la miséricorde, pas de la miséricorde, c'était juste la vie ordinaire dans le Nebraska, qui continuait même si le monde extérieur était en proie au chaos. À l'intérieur du camion, les prisonniers étaient assis en silence, chacun perdu dans ses pensées. Certains essayaient d'ignorer les noms sur les boîtes aux lettres, essayaient d'enfouir le choc qu'ils ressentaient, d'autres s'arrêtaient pas d'y penser, se demandant si les fermiers pour lesquels ils allaient travailler avaient des racines dans les mêmes villages que leurs propres grands-parents avaient autrefois quittés. Alors que le camion approchait de sa destination, un grand silo à grains se profilait au loin, sa surface blanchie à la chaux captant la lumière de la fin d'après-midi. Sur le côté était peint un nom si distinctement allemand que plusieurs hommes se sont agités inconfortablement sur les bancs.
La prise de conscience les a frappés plus durement que n'importe quel obus sur le champ de bataille. Ils allaient passer la journée à travailler pour des gens qui, à une autre époque, auraient pu être leurs voisins. Les freins ont crissé lorsque le camion s'est arrêté dans la cour de la ferme. Un nuage de poussière s'est élevé, tourbillonnant autour des poulets qui picoraient près de la grange. Les gardes ont aboyé des ordres. Les prisonniers sont descendus et la journée de travail a commencé comme ça, mais le véritable travail avait déjà commencé dans leur esprit, où des questions d'identité, de loyauté et d'humanité se heurtaient d'une manière qu'aucun d'entre eux n'avait prévue. Mais le choc provoqué par ces noms allemands n'était que le début. La véritable histoire allait se dérouler dans les jours qui suivirent, lorsque le travail, la faim et de petites rencontres commencèrent à brouiller la frontière entre ennemis et voisins. Bien avant que ce camion agricole ne les transporte à travers les plaines du Nebraska, les prisonniers avaient déjà parcouru un chemin extraordinaire. Leur voyage avait commencé à des milliers de kilomètres de là, dans les déserts d'Afrique du Nord. Ils étaient des vétérans de l'Africa Corp, des hommes qui avaient marché sous les ordres de Rommel, combattant à la main et au-delà. Pour beaucoup d'entre eux, la capture avait été soudaine et brutale. L'instant d'avant, ils étaient des soldats agrippés à leurs armes, l'instant d'après, ils se tenaient debout, les mains en l'air, épuisés, affamés, leurs uniformes déchirés par des semaines de combat. De là, le voyage s'étendait à travers les océans. Des navires de transport les emmenèrent à travers la Méditerranée, passèrent Gibraltar et traversèrent l'Atlantique. Ils passèrent des semaines dans des cales exiguës, dormant côte à côte, gardés par des marins américains qui leur parlaient peu. Des rumeurs se répandirent parmi les prisonniers. Certains croyaient qu'ils seraient envoyés en Angleterre, d'autres craignaient d'être abandonnés dans des déserts américains reculés. La vérité était encore plus étrange, ils allaient être envoyés au cœur des États-Unis pour travailler dans des fermes qui avaient besoin de main-d'œuvre. Lorsqu'ils arrivèrent à Fort Robinson, dans l'ouest du Nebraska, les hommes avaient déjà perdu tout espoir de retourner sur le champ de bataille. La guerre était loin d'être terminée, mais leur guerre était finie. L'immense fort, autrefois poste de cavalerie, avait été transformé en camp de prisonniers de guerre. Des rangées de baraques se dressaient derrière des clôtures de barbelés. Des tours de guet s'élevaient à intervalles réguliers et le drapeau américain flottait au-dessus de leur tête. La vie à l'intérieur de Fort Robinson était étrange, voire déconcertante. Comparée au traitement brutal que beaucoup redoutaient, les conditions étaient humaines. Les prisonniers recevaient des vêtements propres, des couchettes dans les baraques et des repas qui, bien que simples, étaient souvent plus copieux que ceux que mangeaient de nombreux civils en Allemagne. En vertu de la Convention de Genève, les États-Unis étaient tenus de les traiter équitablement, ce qu'ils faisaient dans l'ensemble. Chaque matin, les prisonniers se réveillaient au son d'une cloche. Certains restaient dans le camp pour cuisiner, faire le ménage ou travailler à l'entretien, d'autres, comme les hommes dans le camion ce jour-là, étaient envoyés travailler dans les fermes voisines. La pénurie de main-d'œuvre locale était critique, les fils américains étant à l'étranger, les familles avaient besoin de toutes les mains disponibles pour récolter les cultures. La main-d'œuvre des prisonniers de guerre était essentielle pour les Allemands. Ce travail n'était pas une punition, mais une sorte de limbe. Ils n'étaient pas libres, mais ils n'étaient pas maltraités. Ils pouvaient écrire des lettres à leur famille, bien que soigneusement censurées, ils pouvaient se rendre au travail à pied sous bonne garde, parfois même sans chaîne. Le soir, dans leur baraque, ils chantaient des chansons, des airs de chez eux qui flottaient dans l'air du Nebraska, tout en se demandant comment la guerre évoluait au-delà des barbelés. Parmi eux, certains restaient fidèles à Hitler, amers face à la défaite, mais beaucoup étaient las et s'interrogeaient sur le sens de tous ces combats. Autour des baraques, des débats éclataient, certains animés, d'autres plus calmes. Un jeune soldat pouvait murmurer qu'il voulait retourner à la ferme une fois la guerre terminée, tandis qu'un sergent plus âgé pouvait le mettre en garde de ne pas parler aussi ouvertement. Un soir, un garde américain, appuyé sur son fusil, entendit un prisonnier murmurer en allemand que sa femme l'attendait à Munich. Bien qu'il n'ait pas compris tous les mots, le garde fit plus tard remarquer à un autre, ce sont des hommes comme nous, ils ont aussi des familles. Fort Robinson est devenu une sorte de carrefour, plus qu'un simple camp, c'était le point de rencontre de deux mondes. Les soldats allemands marchaient sur ces chemins poussiéreux sous la surveillance des Américains, leurs uniformes remplacés par de simples vêtements de travail le week-end. Certains étaient conduits à l'église pour assister à la messe, d'autres rejoignaient des équipes de travail qui peignaient des clôtures ou réparaient des granges pour les habitants. Pour ces derniers, le spectacle était surréaliste, l'ennemi était parmi eux, mais ressemblait beaucoup à des voisins. Les tensions couraient toujours, tout le monde dans le Nebraska n'appréciait pas l'idée de voir des soldats allemands marcher dans leurs rues. Certains habitants s'inquiétaient des évasions, du sabotage ou pire encore.
Les journaux relataient des histoires de camps ailleurs où des prisonniers avaient organisé des manifestations ou des bagarres. Les parents disaient à leurs enfants de ne pas s'approcher trop près. Et pourtant, les camps fonctionnaient. Il y eut des évasions. Plusieurs hommes tentèrent de s'enfuir dans la campagne, mais ils étaient généralement rattrapés en quelques jours. Dans l'ensemble, le système fonctionnait. Les prisonniers travaillaient, les fermiers récoltaient et les gardes maintenaient l'ordre. La nuit, alors que le vent du Nebraska soufflait sur les plaines, les prisonniers s'allongeaient parfois éveillés dans leurs couchettes, écoutant les sifflets des trains résonner au loin. Ce bruit leur rappelait leur pays natal, les voies ferrées qui reliaient leur village, la façon dont les locomotives transportaient les soldats au front et les familles vers une nouvelle vie ici, en Amérique. Ce bruit avait une signification différente, c'était le bruit d'un monde encore en mouvement, alors que leur propre vie était au point mort. Pour les Allemands, Fort Robinson était à la fois une cage et un refuge. Ils étaient loin des bombardements, loin du front, loin de la faim qui s'était emparée de leur patrie. Ils vivaient dans un étrange entre-deux, captifs mais aussi témoins d'un pays qui semblait épargné par la guerre. Mais la vie à l'intérieur du camp n'était qu'une partie de l'histoire. Les véritables révélations allaient venir lorsque ces hommes quittaient chaque matin l'enceinte pour aller travailler dans des fermes qui ressemblaient beaucoup trop à celles de leur pays natal. Les hommes assis à l'arrière de ce camion en 1944 n'étaient pas de nouvelles recrues, mais des vétérans, dont beaucoup avaient été endurcis par des années de service en Afrique du Nord. La poussière et le soleil avaient brûlé leur peau. Leurs uniformes, désormais remplacés par les vêtements de travail simples distribués à Fort Robinson, portaient autrefois l'insigne de l'Africa Corp. Certains avaient marché sous les ordres de Rommel à travers la Libye et la Tunisie, où les lignes de ravitaillement étaient maigres, les rations insuffisantes et chaque kilomètre de désert disputé. La capture s'était déroulée différemment pour chacun d'entre eux. Certains avaient été capturés lors de retraites chaotiques après El Alamein, d'autres s'étaient rendus en Tunisie lorsque des divisions entières s'étaient effondrées sous la pression des Alliés, quelques-uns portaient encore la honte d'avoir été tirés de leurs tranchées sous la menace des armes, les mains tremblantes lorsqu'ils avaient déposé les leurs. À leur arrivée dans le Nebraska, leur confiance de vainqueur avait depuis longtemps disparu. Ce qui il ne leur restait qu'une résilience silencieuse, une fierté enfouie sous des couches d'épuisement et de défaite. Ils emportaient leur passé avec eux en captivité. Un homme, Hans, était le fils d'un boulanger de Stuttgart. Il se souvenait encore de l'odeur des fours de son père tôt le matin. Lorsque le camion traversait en brinque-ballant des champs de blé, il murmurait à un autre prisonnier, « Nous aurions eu du pain pour des semaines rien qu'avec un seul de ces champs. » Son camarade acquiesçait mais ne disait rien. Un autre, Wilhelm, avait été mécanicien avant la guerre. Il ne pouvait cesser de regarder les tracteurs américains dans les champs. Comparé à celles qu'il avait vues chez lui, ces machines étaient imposantes, efficaces et modernes. Ils cultivent comme une armée, murmura-t-il, mi-admiratif, mi-frustré. Pour lui, c'était la preuve que l'Amérique pouvait mener une guerre outre-mer, elle disposait de ressources en abondance. Mais tous les hommes n'étaient pas aussi facilement impressionnés. Un caporal avec une cicatrice sur la joue, connu sous le nom de Vogel, gardait les bras croisés tandis que le camion cahotait point et ne vous laissait pas berner, murmura-t-il aux autres. Ils nous nourrissent, oui, mais uniquement parce que la Convention de Genève les y oblige. N'oubliez pas dans quel pays nous. Ce sont eux l'ennemi. Ces paroles avaient du poids, surtout pour ceux qui restaient fidèles à l'Allemagne même après la défaite. Mais des fissures étaient apparues dans cette loyauté. Assis en face de Vogel se trouvait Dieter, un jeune soldat à peine âgé d'une vingtaine d'années. Son frère était mort sur le front de l'Est, emporté par les combats brutaux contre les Soviétiques. Dieter avait trop vu, trop perdu. Il regarda les rangées infinies de cultures et dit doucement, « Si ce sont eux l'ennemi, pourquoi cela ressemble-t-il tant à chez nous ?» Cette question resta en suspens dans le silence qui suivit. Les vétérans se agitèrent, mal à l'aise, chacun luttant contre des pensées qu'ils n'osaient pas partager à voix haute. Dans les déserts d'Afrique du Nord, l'ennemi était clairement identifiable, les Américains et les Britanniques portaient des uniformes différents. Boss n'utilisait jamais 51BCE0C78C2F68081BFA7D919, mais ici, dans le Nebraska, les frontières étaient floues. Les gens dont ils allaient travailler les terres portaient des noms qu'ils reconnaissaient, parlaient avec des accents influencés par leurs racines allemandes et vivaient dans des fermes qui auraient pu se trouver dans le Bade ou en Bavière. Le soir, de retour à Fort Robinson, ces mêmes hommes remplissaient les casernes de conversations qui révélaient leurs conflits intérieurs. Autour des tables en bois brut, ils discutaient, se remémoraient des souvenirs et parfois même riaient. Hans racontait des histoires sur la cuisson du pain, donnant faim aux autres avec ses descriptions de miches chaudes sorties du four.
Wilhelm parlait des machines, prédisant que l'agriculture ne serait plus jamais la même une fois que les tracteurs auraient définitivement remplacé les chevaux. Mais alors Vogel frappait du poing sur la table et leur rappelait le Reich, leur devoir, la honte de leur capture. N'oubliez pas qui vous êtes, grognait-il. Nous sommes peut-être prisonniers, mais nous sommes toujours des soldats allemands. Ces paroles mettaient souvent fin au rire, laissant les hommes fixer leur tasse en étain, toujours en proie à des conflits. Toutes les voix ne reflétaient pas la même amertume. Un soir, Dieter s'est finalement élevé contre Vogel. Des soldats, oui, a-t-il dit, mais aussi des fils, des frères, des agriculteurs. Regardez autour de vous, ces gens pourraient être nous. Ces paroles n'ont pas Vogel, mais ils trouvèrent un accord tacite parmi beaucoup d'autres. Chaque jour, lorsque le camion arrivait le matin, les hommes emportaient ces conversations avec eux dans les champs. Ils n'étaient pas seulement des corps qui travaillaient, ils étaient des hommes pris entre deux identités, combattants et prisonniers, ennemis et proches parents. Le poids de cette contradiction pesait plus lourd que le fusil de n'importe quel garde. Alors qu'ils roulaient vers une autre ferme du Nebraska, fixant les noms allemands peints sur les boîtes aux lettres blanches, les vétérans de l'armée de Rommel, assis, réfléchissaient, mal à l'aise. Ils s'étaient battus pour le Reich, ils avaient perdu, et maintenant ils étaient contraints d'affronter une vérité qui les bouleversait de l'autre côté de l'Atlantique. Les Allemands s'étaient construit une nouvelle vie, libre et prospère, sur la terre même qu'on leur avait présentée comme ennemie. Mais leurs premières impressions de cette terre, de son immensité, de son abondance, de son étrange familiarité, allaient les troubler encore plus lorsqu'ils descendirent du camion et pénétrèrent dans les rangées de culture. Lorsque les prisonniers descendirent du camion pour la première fois, la terre du Nebraska colla à leurs bottes d'une manière qui les surprit. Il était épais, noir et fertile, plus riche que ce que beaucoup d'entre eux avaient jamais vu. Ils s'attendaient à des plaines arides, peut-être à un paysage hostile qui correspondait à la propagande qu'on leur avait servie sur l'Amérique. Au lieu de cela, ce qu'ils virent s'étendre devant eux était un océan vivant de blé et de maïs, seulement interrompu par des granges rouges, des silos et des moulins à vent tournant paresseusement dans le vent. Pour des hommes qui avaient marché dans les sables du désert et dormi à l'ombre clairsemée des oliveraies d'Afrique du Nord, le contraste était saisissant. L'air sentait la terre et les récoltes, et non la poussière et l'huile brûlée. Les poulets grattaient la terre, le bétail paissait dans les pâturages et les chiens aboyaient depuis les porches des fermes. Les fermes n'étaient pas des ruines éparpillées par la guerre, mais des entreprises bien entretenues et efficaces. Hans, le fils du boulanger, s'accroupit brièvement comme pour tester le sol avec sa main. « Bonne terre » murmura-t-il en allemand, « meilleure que la plupart de celles que nous avions chez nous. » Ces mots ne reflétaient aucune amertume, seulement de l'admiration. En face de lui, Wilhelm, le mécanicien, pencha la tête vers un tracteur tirant un cultivateur à travers le champ. Son ronronnement régulier semblait presque une perfection mécanique comparée aux petites machines qu'il avait bricolées en Allemagne. « Il ne manque pas non plus de carburant, marmonna-t-il, pas comme nous qui rationnions le pétrole alors qu'ils labouraient avec des moteurs de cette taille. » Les gardes ne répondirent pas, ils se contentèrent de diriger les hommes vers les champs de betteraves. Pourtant, les prisonniers de guerre ne pouvaient s'empêcher de comparer chaque détail avec leurs souvenirs de leur pays natal. Les granges rouges leur rappelaient les bâtiments de Saxe, les rangées de maïs reflétaient les champs de Bavière et l'odeur du fumier était universelle, inchangée par les frontières ou la langue. Mais ce qui les frappait le plus, ce n'est la similitude, mais l'abondance. Ces champs ne nourrissaient pas seulement les familles, ils nourrissaient les villes, voire des armées entières. En Allemagne, la guerre avait déjà commencé à vider les fermes, appelant les hommes sous les drapeaux et laissant les femmes et les vieillards se débrouiller pour les récoltes. Ici, dans le Nebraska, les champs semblaient infinis, travaillés par des machines qui ne se fatiguaient jamais. Le premier jour, les hommes furent conduits vers des rangées de betteraves sucrières, on leur remit des houes et on leur expliqua par des gestes et un anglais simple ce qu'ils devaient faire. Les instructions n'étaient pas compliquées, sarcler les mauvaises herbes, éclaircir les rangées, continuer à travailler jusqu'à la pause de midi. Un entrepreneur local se tenait à proximité avec un bloc-notes, vérifiant les noms et les heures, s'assurant que les règles étaient respectées. Tout était méthodique, comme si le processus fonctionnait depuis des années. La sueur coulait sur leur front alors que le soleil montait dans le ciel, mais même sous la chaleur, le travail leur semblait familier. Beaucoup d'entre eux avaient grandi en travaillant dans les champs en Allemagne. Le rythme des mouvements de flexion, de sarclage et de déplacement le long des rangées leur rappelait les saisons des récoltes avant la guerre. C'était épuisant, certes, mais ce n'était pas étranger. Puis vint le repas de midi. Des boîtes en carton remplies de sandwichs, de fruits et de briques de lait furent livrées au bord du champ. Lorsque les hommes les ouvrirent, un silence s'installa.
Chaque boîte contenait plus de nourriture que certains d'entre eux n'en avaient vu depuis des semaines pendant les combats en Tunisie, de grosses tranches de pain, de la viande, des pommes, et même des biscuits. Un homme regarda son sandwich avec incrédulité avant d'y mordre. Il mâcha lentement, savourant le goût, avant de murmurer « Ce n'est pas de la nourriture de guerre, c'est de la nourriture réconfortante. » Les gardes mangeaient à leur côté bien que séparés, et les fermiers qui étaient venus observer gardaient leur distance. Pourtant, l'image d'abondance persistait pour les prisonniers. Ce n'était pas de la propagande, ce n'était pas mis en scène, c'était simplement la façon dont ces fermes fonctionnaient. Le contraste avec ce dont ils se souvenaient chez eux était saisissant. Pendant qu'ils mangeaient, ils remarquèrent d'autres noms peints en grosses lettres majuscules sur un silo, Schmidt Grinko. Sur une boîte aux lettres voisines, Bauer. Ce n'était en seulement familier, c'étaient des noms de famille. Certains hommes échangèrent des regards inquiets. Était-il possible que leur propre cousin Bose n'ait jamais utilisé 51BCE0C785C A2F6808-1BF-A7D919739334 ? Un prisonnier rompit le silence en parlant doucement à l'homme à côté de lui, « Et s'ils viennent de nos villages ? Et s'ils sont de notre peuple ?» L'homme à qui il s'adressait secoua la tête. « Alors ils ont choisi cela, » dit-il fermement en montrant les terres agricoles qui les entouraient. « Ils ont choisi l'Amérique. » Sa voix était teintée d'un mélange de jalousie et de résignation. À la fin de la pause, les hommes retournèrent à leur rangée. Leurs muscles étaient endoloris, mais leur esprit travaillait plus dur que leurs mains. La terre les avait déjà déstabilisés. Elle n'était pas hostile, elle n'était pas étrangère, elle leur semblait trop proche de chez eux. À la fin de la journée, le soleil commença à descendre, projetant de longues ombres sur les champs. Le camion revint les chercher et, tandis qu'ils remontaient sur les banquettes, les hommes jetèrent un dernier regard aux granges et aux boîtes aux lettres portant des noms allemands. Pour certains, cela suscita de la fierté, preuve que leur peuple avait prospéré de l'autre côté de l'océan. Pour d'autres, cela suscita des doutes, comment l'ennemi pouvait-il leur ressembler autant ? Le camion repartit en brinque-ballant vers Fort Robinson, les hommes transportant non seulement des muscles endoloris, mais aussi de nouvelles questions. Ils étaient prêts à travailler, mais pas à voir leur passé se refléter dans chaque boîte aux lettres et chaque champ. Mais ce qui allait vraiment rester gravé dans leur mémoire, ce n'est les champs ou la nourriture, ce seraient les rencontres humaines, brèves et inattendues, qui remettaient en question tout ce qu'ils pensaient savoir sur les ennemis et les étrangers. La journée commençait toujours par l'appel à l'intérieur du fil barbelé. Les gardes vérifiaient les noms sur la liste pour s'assurer que tous les hommes étaient présents avant de les faire monter dans les camions. À l'été 1944, cette routine était devenue mécanique pour les gardes. Les prisonniers étaient des ouvriers pour les agriculteurs, des mains pour récolter les fruits et légumes pour les Allemands eux-mêmes, c'était une étrange entre l'existence, à mi-chemin entre le soldat et l'ouvrier agricole. À leur arrivée dans les fermes, le processus était le même, un entrepreneur civil attendait avec un bloc-notes, généralement un homme engagé par le comté pour gérer le système de travail des prisonniers de guerre. Il vérifiait le chargement du camion par rapport à ses documents, notait l'heure de début et rappelait aux hommes, par l'intermédiaire d'interprètes ou de simples gestes, ce qu'on attendait d'eux, ne pas vagabonder, ne pas parler aux habitants sauf s'ils étaient interpellés, ne pas quitter le champ à la fin de la journée. Les heures travaillées étaient enregistrées et les salaires fixés en fonction du taux local étaient versés au gouvernement et non directement aux prisonniers. Les hommes ne recevaient qu'une petite allocation pour leurs achats à la cantine du camp. C'était la Convention de Genève en action, appliquée dans la prairie du Nebraska. Pourtant, cet arrangement ne ressemblait en rien à ce que les prisonniers avaient imaginé lorsqu'ils avaient été capturés. Ils travaillaient côte à côte dans des rangées de betteraves sucrières, de maïs ou de luzerne. Certains éclaircissaient les betteraves à la houe, d'autres chargeaient des balles de foin sur des charrettes. Les tâches étaient répétitives, mais ils connaissaient ce rythme, c'était le rythme de l'agriculture, que beaucoup d'entre eux avaient pratiqué avant la guerre. Il ne fallut pas longtemps pour qu'ils prennent conscience de l'étrangeté de leur situation. Autrefois soldats sous les ordres de Rommel, ils se courbaient désormais le dos dans les champs américains. Pourtant, ils n'étaient pas des esclaves, ils n'ayant été ni fouettés ni affamés. Au contraire, on leur donnait des outils solides, on leur offrait de l'ombre et des pauses, et ils étaient surveillés par des gardes qui se tenaient à distance plutôt que de les suivre à la trace. Les premiers jours furent remplis de silence. Les prisonniers travaillaient tranquillement, jetant seulement de temps en temps un coup d'œil aux fermiers venus les superviser. Certains Américains se tenaient les bras croisés, méfiants envers ces hommes qui avaient autrefois porté des fusils contre leurs fils, d'autres les observaient avec une curiosité non dissimulée. Ils ressemblaient à des ouvriers agricoles ordinaires, et non aux monstres décrits par les journaux.
Le silence finit par se briser un après-midi, alors que, transportant de l'eau vers les champs, un fermier du Nebraska s'est arrêté près d'un groupe de prisonniers. Il n'était pas censé parler beaucoup, mais il a murmuré « hard work » et « dur labeur » dans un anglais accentué. À sa grande surprise, l'un des prisonniers a répondu en allemand « Arbeit kennen wir » nous connaissons le travail. Le fermier a cligné des yeux puis a gloussé. Ses propres grands-parents parlaient allemand à la maison et, bien qu'il ait grandi en anglais, il n'a pas poursuivi la conversation. Les gardes surveillaient ce genre de choses, mais ce bref échange est resté gravé dans l'esprit des deux hommes. Les repas révélaient également l'étrange équilibre entre distance et humanité. À midi, des boîtes repas étaient déposées, contenant des sandwichs garnis de viande, des fruits frais et du lait. Les prisonniers faisaient toujours une pause avant de manger, non pas par manque d'appétit, mais par incrédulité. En Allemagne, en 1944, la nourriture était rare, le pain était rationné et la viande était presque impossible à trouver. S'asseoir dans un champ américain et mâcher des sandwichs au jambon et des pommes semblait surréaliste. Ils plaisantaient discrètement entre eux, l'un d'eux disant que si c'était ça la captivité, alors c'était peut-être mieux que la liberté chez nous. Un autre le réprimanda pour avoir parlé si librement, mais tout le monde savait que cette pensée leur avait traversé l'esprit. De leur côté, les gardes restaient professionnels, ils ne fraternisent pas, mais ils n'étaient pas cruels non plus. La plupart étaient de jeunes Américains à peine plus âgés que les prisonniers eux-mêmes, qui avaient été affectés au camp au lieu d'être envoyés au front. Ils s'appuyaient sur leurs fusils, surveillaient l'horizon et rappelaient les hommes au travail après les pauses. Le plus étrange dans cette routine n'était pas le travail ou la nourriture, mais les noms. Chaque fois qu'un prisonnier transportait des caisses devant une grange ou un silo marqué « Schmidt » ou « Keller », cela remuait quelque chose chez les hommes. Ce n'étaient pas que des noms, ils reflétaient leur propre identité. Parfois, à voix basse, ils se demandaient « Et s'il venait de notre village ? Et si son père et mon père avaient été voisins autrefois ?» Les questions restaient sans réponse, mais elles persistaient longtemps après la fin de la journée de travail. En fin d'après-midi, le travail ralentissait, les épaules étaient douloureuses, les chemises collaient au dos à cause de la sueur et les rangées de betteraves, autrefois bien droites, semblaient déchiquetées par la journée. Lorsque le camion arrivait, les prisonniers montaient à bord sans se plaindre. Ils savaient que le lendemain serait identique, mais chaque jour, cette expérience les affectait d'une manière qu'aucun champ de bataille ne pouvait le faire. Ils apprenaient ce que signifiait voir l'ennemi non pas comme un adversaire sans visage, mais comme des personnes dont la vie ressemblait étrangement à la leur. Un soir, alors qu'ils rentraient dans la lumière dorée des plaines du Nebraska, Hans se pencha vers Wilhelm et murmura « C'est comme si nous étions rentrés chez nous, mais nous ne sommes pas chez nous du tout. » Wilhelm ne répondit pas, il se contenta de regarder les champs, observant les silhouettes des granges défiler, leurs noms peints en lettres allemandes bien visibles. Mais ce n'était pas seulement la terre ou la nourriture qui les perturbait. Ce qui allait les marquer le plus profondément, c'étaient les petites rencontres, les moments fugaces d'humanité qui transperçaient les murs entre les geôliers et les prisonniers. Malgré toutes les règles qui séparaient les geôliers des prisonniers, la vie a une façon de repousser les limites. Ce ne les ordres criés lors de l'appel ou les gardes armés de fusils qui ont laissé les impressions les plus profondes aux prisonniers allemands, mais les brèves rencontres imprévues, ces moments où des êtres humains se sont croisés du regard à travers un champ, une clôture ou une route de campagne poussiéreuse. Par une chaude après-midi, alors que les prisonniers de guerre sarclaient des betteraves sucrières sous le soleil, une petite fille s'est aventurée au bord du champ. Elle ne pouvait pas plus de 7 ou 8 ans, se tenait pieds nus dans la terre, un ruban noué dans les cheveux, observant la file de prisonniers qui travaillaient. Au début, les gardes se sont tendus, prêts à lui crier de s'en aller, mais elle s'est contentée de sourire et de faire un signe de la main. Son innocence a coupé la tension comme un couteau. L'un des prisonniers, un jeune homme nommé Dieter, s'est figé, saou à la main. Lentement, il a levé la main et lui a fait un petit signe en retour. Le garde lui a lancé un regard noir, mais il n'empêcha pas. La fillette gloussa puis repartit en courant vers la ferme, laissant le prisonnier la regarder s'éloigner, avec quelque chose d'inconnu qui bouillonnait dans sa poitrine. Plus tard, il murmura à un autre prisonnier, « Elle pourrait être ma nièce en Allemagne, la petite fille de mon frère a à peu près cet âge. » Cette pensée le hanta le reste de la journée. Toutes les rencontres n'étaient pas aussi agréables, la suspicion pesait souvent lourdement dans l'air. La femme d'un fermier qui transportait des jarres d'eau vers les champs gardait ses distances, comme si les hommes pouvaient se jeter sur elle. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle posa les jarres. Les prisonniers le remarquèrent bien sûr et, même si personne ne le dit à voix haute, la honte était lourde. Ces femmes les regardaient non pas comme des travailleurs ou des voisins, mais comme des ennemis dangereux, même sans fusil.
Mais il y avait aussi des moments surprenants de reconnaissance. Un fermier nommé Henry Schultz se tenait à côté des prisonniers un jour où il chargeait des balles de foin. Lorsque l'entrepreneur vérifia la liste, un prisonnier attrapa son attention. Bauer Schultz plissa les yeux en regardant le jeune homme, puis dit lentement en allemand, Bist du Haus Bayern. Es-tu originaire de Bavière? Le prisonnier se raidit, ne sachant pas comment répondre sous le regard des gardes. Finalement, il acquiesça. Schultz rit et répondit dans un anglais approximatif, Mon père aussi, il est de Würzburg. Il tapota sa poitrine de sa main calleuse. Nous ne sommes pas si éloignés l'un de l'autre. L'échange dura moins d'une minute avant que les gardes n'ordonnent à tout le monde de se remettre au travail, mais pour les hommes, c'était comme si le sol avait bougé. Ils avaient traversé un océan, avaient été capturés pendant la guerre et se retrouvaient maintenant face à face avec un homme dont les racines familiales remontaient au même sol que les leurs. Tous les Américains ne partageaient pas l'ouverture d'esprit de Schultz. Certains fermiers crachaient par terre lorsqu'ils voyaient les prisonniers de guerre marmonner à propos de leurs fils qui se battaient outre-mer contre ces mêmes Suisses. Quelques garçons à vélo jetaient des pierres depuis la route, se défiant les uns les autres de s'approcher avant de repartir en pédalant. Les gardes les chassaient généralement d'un geste de la main, mais le mépris restait gravé dans l'esprit des prisonniers. Pourtant, pour chaque geste hostile, il y en avait un autre qui avait un poids différent. Un prêtre local vint un dimanche pour diriger un court office en plein air. Il parlait en anglais, mais lorsque les prisonniers ont chanté des hymnes en allemand, son regard s'est adouci. Après coup, il a dit aux gardes, ce sont aussi les enfants de Dieu. La nouvelle de ce sermon s'est répandue parmi les hommes comme une traînée de poudre. Cela ne les a pas libérés, mais cela leur a rappelé leur dignité, même au sein ne libéra pas, mais leur rappela leur dignité, même au sein du camp. Ces rencontres rythmaient la captivité. Certains gardes traitaient les prisonniers avec froideur, limitant chaque échange à quelques mots secs, tandis que d'autres laissaient transparaître une once d'humanité. Un garde d'accent grave peine 20 ans s'était un jour appuyé contre la clôture et avait demandé à un prisonnier comment s'était déroulée la guerre en Afrique. L'Allemand avait répondu avec précaution, décrivant la chaleur et le sable infini, sans se vanter ni s'apitoyer sur son sort. Lorsqu'il eut terminé, le garde avait simplement dit « Mon frériste en France en ce moment ». C'est étrange de parler ainsi. Les deux hommes se turent, conscients du fossé qui les séparait, mais aussi du pont étrange qu'ils venaient de construire. L'ironie de la situation pesait lourdement. Ces Allemands, autrefois convaincus que les Américains étaient des ennemis lointains, se retrouvaient reflétés dans les personnes mêmes qui les regardaient travailler. Le fils d'un fermier n'était pas si différent du fils d'un boulanger à Stuttgart. Une fille qui faisait signe depuis la clôture n'était pas si différente d'une nièce restée au pays. Même la méfiance dans le regard d'une femme n'était pas étrangère. Ils savaient que leur propre femme et mère auraient eu le même regard sur les prisonniers en Allemagne. À la fin de chaque journée de travail, lorsque les hommes remontaient dans le camion, ils ne transportaient pas seulement des muscles endoloris et de la poussière sur leur peau, ils transportaient aussi des questions sur la loyauté, sur l'identité, sur ce que signifiait être un ennemi ou un voisin. Ces questions pesaient plus lourd que n'importe quelle caisse de betterave ou balle de foin, mais ce qui les troublait le plus, ce n'est pas seulement ces rencontres, c'était la façon dont ces noms allemands familiers sur les granges et les boîtes aux lettres devenaient un miroir les forçant à faire face à qui ils étaient et qui ils auraient pu être. Le choc de voir des noms de famille allemands sur les granges et les silos ne s'était pas estompé, au contraire, chaque jour qui passait le rendait plus vif, plus impossible à ignorer. Chaque fois que le camion passait devant une boîte aux lettres portant le nom de Müller ou Krause, les pensées des hommes se heurtaient aux souvenirs de leur pays. La terre ne leur semblait plus étrangère, mais comme un reflet. Un prisonnier, Ernst, ancien instituteur de Hambourg, se pencha vers un autre un après-midi et murmura « Imaginez, Müller ici, Müller là-bas, en Allemagne, Müller signifie meunier, quelqu'un qui travaille le grain, peut-être que leur famille faisait la même chose avant de venir ici. » Son camarade, fatigué et brûlé par le soleil, se contenta d'acquiescer. L'idée était trop forte pour être écartée. Ce soir-là, de retour dans les baraquements, les hommes discutèrent à voix basse. Ils s'étaient habitués à ces conversations nocturnes, chuchotant pour que les gardes n'interviennent pas. Hans, le fils du boulanger dit, « Vous rendez-vous compte que certaines de ces personnes pourraient même être nos proches, notre propre sang ?» Vogel, le caporal balafré qui s'accrochait à son amertume, ricana, « Nos proches ?» Ils ont tourné le dos à l'Allemagne, ils se sont enfuis en Amérique pour trouver le confort, tandis que nous sommes restés pour nous battre. Méditer, le jeune soldat, éleva suffisamment la voix pour que la pièce se taise, peut-être sont-ils venus ici bien avant la guerre, peut-être voulaient-ils une vie meilleure. Dis-moi, Vogel,
Si ton grand-père était parti, l'aurais-tu traité de traître lui aussi? Ces mots restèrent suspendus dans l'air. La pièce était divisée entre le silence et les murmures. Certains hommes étaient d'accord avec Dieter, d'autres se rangeaient du côté de Vogel, mais ce que personne ne pouvait nier, c'était que les noms autour d'eux résonnaient comme un écho. L'Amérique était censée être l'ennemi, mais partout où il regardait, l'Amérique portait les traces des villages et des villes d'où ils venaient. L'ironie leur faisait signe dans les champs également. Un jour, alors qu'il récoltait du maïs, Wilhelm, le mécanicien, s'arrêta pour se redresser le dos endolori. De l'autre côté du champ, peint sur une grange en lettres, le nom Keller. Il se souvint de son voisin d'enfance dans le Württemberg, Herr Keller, qui lui avait prêté des outils lorsqu'il était enfant. Le souvenir était si vif qu'un instant, Wilhelm oublia qu'il était prisonnier. Il se sentit comme s'il était de retour chez lui. Lorsqu'il reprit ses esprits, il serra les poings et se força à se concentrer sur son travail, mais cette pensée ne le quittait pas. Un autre jour, Ernst travaillait aux côtés d'un fermier plus âgé qui supervisait à distance. Le fermier parlait peu anglais, mais donnait facilement des instructions par geste. À un moment donné, Ernst laissa tomber sa houe et le fermier se baissa pour la ramasser. Leurs regards se croisèrent brièvement et Ernst ressentit une étrange émotion, du respect peut-être, ou de la reconnaissance. Il pensa à son propre père, désormais âgé et qui luttait pour survivre en Allemagne. Pendant un instant, le visage ridé du fermier aurait pu être celui de son père. Les prisonniers commencèrent à se demander quel genre de vie menaient ces Américains d'origine allemande. Ils voyaient des granges solides, des champs couverts de culture et des familles qui ne vivaient pas sous la menace des bombardements. Ils voyaient des garçons qui jouaient au baseball au lieu de s'entraîner au tir. Ils voyaient des femmes qui remplissaient des cruches d'eau sans carte de rationnement. Tout cela les amenait à se demander si leur propre pays n'avait pas pris la mauvaise voie. Mais la culpabilité pesait lourdement sur eux. Ils avaient juré fidélité au Reich, ils avaient combattu sous ses drapeaux. Admettre que l'Amérique, cette nation ennemie, avait en quelque sorte donné à leur peuple une vie plus libre et plus abondante était dangereux, même à voix basse. Pourtant, cette idée refusait de mourir. Le miroir devint plus net lorsqu'un fermier curieux mais prudent s'est approché d'un groupe de prisonniers pendant une pause. Il a pointé du doigt le nom de famille sur la liste, Schneider, puis sa propre poitrine, Familie de Saxe. Il a souri faiblement avant de reculer, conscient de la présence des gardes. Le prisonnier Schneider l'a regardé fixement pendant un long moment, bouleversé. Cette nuit-là, Schneider a dit aux autres, il a dit que sa famille était de Saxe. La mienne aussi. Et s'il s'était arrêté, incapable de finir? Personne n'a ri, personne ne s'est moqué de lui. Ils savaient tous que cette possibilité était réelle. La prise de conscience devint inéluctable. Il ne s'agissait pas de question de nom, c'était une question d'identité. Ces fermiers américains étaient la preuve vivante que les Allemands avaient quitté leur ancien pays, pris racine dans un nouveau sol et prospéré. Les prisonniers, quant à eux, avaient été emportés dans une guerre qui les avait laissés captifs et impuissants. Le miroir imposait des questions auxquelles aucun d'entre eux ne voulait faire face. Et si leur famille avait émigré des années plus tôt? Et s'ils avaient grandi dans le Nebraska plutôt qu'à Brême ou à Stuttgart? Seraient-ils aujourd'hui les garçons qui saluent depuis les poteaux de clôture plutôt que les hommes qui bêchent sous bonne garde? Ces questions s'estompèrent lorsque le camion les ramena à Fort Robinson dans la nuit. Elles résonnaient dans les baraquements, dans les rêves et dans les regards discrets posés sur le camp. L'identité, la loyauté et le destin n'étaient soudain plus abstraits, ils étaient peints en lettres noires sur les granges et les silos à travers le Nebraska. Mais si le miroir soulevait des questions dérangeantes, l'attention et la suspicion suivaient rapidement, car tous les Américains n'appréciaient pas de voir des soldats allemands travailler dans leurs champs, même si leur nom leur semblait familier. Tous les habitants du Nebraska n'étaient pas prêts à considérer les prisonniers allemands comme de simples ouvriers agricoles. Pour de nombreuses familles, la guerre n'est pas à des milliers de kilomètres, elle était présente dans chaque télégramme annonçant qu'un fils avait disparu en France, dans chaque titre de journal évoquant les victimes dans le Pacifique. Pour ces familles, la vue de soldats allemands travaillant dans leurs champs était une insulte, même si ces hommes portaient de simples vêtements de travail au lieu d'uniforme. En ville, les chuchotements se multipliaient, les femmes rentrant de l'église baissaient la voix lorsqu'elles passaient devant les camions remplis de prisonniers de guerre. « Ils ne devraient pas être ici », disait une mère à une autre. « Mon fils est là-bas, en train de combattre des hommes comme eux, et maintenant je dois les regarder travailler sur nos terres. » La peur était réelle. Certains craignaient que les prisonniers ne s'échappent, ne sabotent les machines ou, pire encore, ne s'en prennent à leur famille. Les gardes étaient attentifs à ces préoccupations.
Les règles étaient strictes, les prisonniers n'étaient pas autorisés à entrer dans les fermes, ne devaient pas être laissés sans surveillance et de conserver leurs outils après les heures de travail. Les soldats affectés à la garde portaient des fusils en permanence, même si beaucoup admettaient qu'ils avaient rarement besoin de s'en servir. Pourtant, la menace était toujours présente dans l'esprit de chacun. Un incident a exacerbé ces craintes. La femme d'un fermier a aperçu 2 prisonniers qui traînaient près d'une clôture, parlant à voix basse et regardant fixement la route. Elle s'est précipitée pour prévenir son mari, qui a alerté le garde. Les hommes ont été mis à l'écart et interrogés, mais il s'est avéré qu'ils se demandaient simplement à haute voix si la ferme d'en face avait des origines allemandes, étant donné le nom de famille peint sur la boîte aux lettres. Aucune évasion n'avait été planifiée, mais l'histoire s'est rapidement répandue dans la ville, chaque récit étant plus dramatique que le précédent. À la fin de la semaine, certains juraient que les hommes avaient comploté pour voler une voiture et s'enfuir au Mexique. Pour les prisonniers, la suspicion était étouffante. Ils sentaient les regards posés sur eux à chaque instant. Les femmes serraient leurs enfants plus fort lorsqu'ils passaient, les adolescents les regardaient de travers, les bras croisés, et les vieillards crachaient par terre lorsque les camions passaient. C'étaient des travailleurs, certes, mais ils étaient aussi le symbole de tout ce que la communauté redoutait. Pourtant, la suspicion était réciproque. Dans les baraquements de Fort Robinson, certains des prisonniers les plus loyaux murmuraient que s'échapper. Vogel, le caporal balafré, était l'un d'entre eux. Il nous laisse trop de liberté, marmonna-t-il un soir. Quelques kilomètres à pied et vous, c'est fini. Ces Américains nous prennent pour des chiens apprivoisés, ils oublient que nous sommes des soldats. Ces paroles suscitèrent quelques hochements de tête, mais aussi des regards nerveux. La plupart des hommes savaient qu'il était pratiquement impossible de s'échapper. La prairie s'étendait à perte de vue, sans aucun abri ni visage amical pour les aider. Même si un homme parvenait à s'enfuir, il se ferait remarquer dans toutes les villes. Pourtant, les chuchotements semaient le trouble. Les gardes, conscients de ces discussions, redoublèrent de vigilance. Les camions étaient contrôlés de manière plus approfondie, les registres vérifiés 2 fois, les champs surveillés de plus près. Les fermiers commencèrent eux aussi à fermer leurs granges à clé la nuit, au cas où. L'équilibre entre confiance et suspicion était fragile. Pourtant, même au milieu de cette tension, des moments de complexité faisaient surface. Un fermier, John Kruger, avait perdu un neveu en Italie. Il détestait l'idée que des prisonniers allemands travaillent dans son comté, mais lorsque vint le moment de la récolte, il n'eut d'autre choix que d'accepter une équipe venue de Fort Robinson. Pendant des semaines, il garda ses distances, refusant même de les regarder dans les yeux. Puis, un jour, alors qu'il supervisait les balles de foin, il entendit un prisonnier fredonner un hymne, « Notre Dieu est une puissante forteresse ». C'était le même hymne que la famille de Kruger chantait chaque dimanche dans leur petite église luthérienne. Il s'est arrêté net et a regardé l'homme pendant un bref instant. La suspicion a fait place à la reconnaissance, ils partageaient le même chant, même s'ils se trouvaient dans des camps opposés pendant la guerre. Cependant, tout le monde ne s'est pas adouci. Dans certaines villes, des protestations ont été élevées contre l'utilisation de la main-d'œuvre des prisonniers de guerre. Des lettres adressées à la rédaction des journaux se plaignaient que les soldats ennemis étaient mieux nourris que les alliés américains en Europe. Pourquoi leur donnons-nous de la viande et du lait, demandait un auteur, alors que nos garçons mangent des rations dans les tranchées? La colère était vive et incitait les prisonniers à ne pas sortir du rang. La tension pas seulement entre Américains et Allemands, elle couvait aussi parmi les prisonniers eux-mêmes. Certains pensaient que la coopération était le seul moyen de survivre à la captivité, d'autres, comme Vogel, considéraient comme une trahison de travailler si volontiers pour l'ennemi. Les disputes éclataient dans les baraquements, d'abord à voix basse, puis de plus en plus fort. Un soir, Dieter finit par s'énerver contre Vogel, « Tu parles d'évasion, de fierté, mais que feras-tu si tu réussis? Traverser l'Amérique sans argent, sans parler la langue, sans alliés? Tu mourras de faim avant d'avoir trouvé un train. » Vogel le fusilla du regard, mais n'eut rien à répondre. À la fin de l'été, la suspicion était devenue partie intégrante du quotidien des Américains. Cela signifiait surveiller chaque mouvement des prisonniers, ne jamais leur faire entièrement confiance. Pour les Allemands, cela signifiait vivre sous le regard constant de tous, jugés non seulement pour ce qu'ils avaient fait pendant la guerre, mais aussi pour ce que les gens craignaient qu'ils puissent encore faire. Mais même avec la suspicion omniprésente, le poids de la guerre pesait de plus en plus lourd. Les nouvelles venues d'outre-mer s'infiltraient dans le camp, rappelant aux fermiers et aux prisonniers que les champs du Nebraska n'étaient qu'un petit coin d'un monde toujours en guerre. Les champs du Nebraska bourdonnaient du bruit des tracteurs, des charrettes et du rythme des récoltes,
mais la guerre n'était jamais loin. Chaque matin, les gardes apportaient des journaux pliés sous le bras et, le soir venu, les rumeurs se propageaient dans les baraquements, la Normandie, l'avance vers Paris, les rapports sur les bombardiers alliés frappant profondément en Allemagne. Les gros titres étaient lus et relus, chaque homme tirant ses propres conclusions de l'encre maculée. Pour les fermiers américains, les nouvelles étaient personnelles, une lettre pouvait arriver un jour, apportée par le facteur, apportant à la fois de la fierté et du chagrin. Un fils promu outre-mer, un autre déclaré disparu au combat. Les familles accrochaient des étoiles bleues à leurs fenêtres et les remplaçaient trop souvent par des étoiles dorées. Pour elles, la présence de prisonniers de guerre allemands dans les champs n'était pas seulement une question de main-d'œuvre, c'était un rappel que leurs fils combattaient la même armée à laquelle ces hommes avaient autrefois appartenu. Pour les prisonniers, les gros titres tombaient comme des pierres dans le ventre. Ils lisaient les avancées alliées, les mâchoires serrées, certains priant silencieusement pour que l'Allemagne, d'autres étaient secrètement soulagés de voir le Reich vaciller. Des disputes éclataient dans les casernes. Vogel fulminait contre la propagande, rejetant tous les articles comme des mensonges. Ernst, l'instituteur, répliquait avec une honnêteté lasse, ils ne peuvent pas tous être des mensonges, trop de défaites, trop de retraites. Le silence qui suivait en disait plus long que ce que l'un ou l'autre pouvait dire. L'ombre de la guerre étendait également sur les champs. Tout en éclaircissant les betteraves ou en empilant le foin, les hommes pensaient à leurs familles restées au pays, aux bombes tombant sur Hambourg, à la pénurie alimentaire à Munich, à l'avancée des armées soviétiques depuis l'Est. Tout cela les hantait tandis qu'ils travaillaient sous le ciel ouvert du Nebraska. Un homme murmura à un autre, « Ma mère écrit que le pain est coupé plus fin chaque semaine, et ici, on nous donne de la viande. » Sa voix était basse, teintée de honte. Les fermiers ressentaient eux aussi le contraste. Ils voyaient leurs granges remplies de céréales, leurs champs lourds de maïs, et ils savaient que l'Allemagne mourait de faim. Certains essayaient de repousser cette pensée, après tout, c'était la guerre. D'autres, en particulier ceux qui avaient des noms de famille allemands, ressentaient un pincement au cœur. Était-il juste de regarder ces hommes transpirer dans leurs champs alors que leur famille souffrait outre-mer? Un après-midi, un orage s'abattait sur les plaines, des nuages sombres s'amoncelaient à l'horizon, les prisonniers et les gardes se dépêchaient de couvrir les wagons, la pluie martelait la terre, trempant les vêtements et rendant le sol glissant, le tonnerre grondait et, pendant un instant, certains prisonniers sursautèrent comme si l'artillerie était revenue, les gardes le remarquèrent mais ne dirent rien, ils savaient que pour ces hommes, le tonnerre n'était jamais seulement un phénomène météorologique, c'était un souvenir. La vie dans la ville continuait à son rythme, des matchs de baseball étaient joués sur des terrains poussiéreux, des pique-niques paroissiaux étaient organisés sous les peupliers et les familles se réunissaient pour les dîners du dimanche. Les prisonniers apercevaient cette vie depuis leur camion, regardant les enfants courir pieds nus dans les jardins ou les femmes étendre leur linge dans la brise. C'était douloureusement ordinaire, et cette ordinarité avait un pouvoir étrange, elle rappelait aux Allemands la vie qu'ils auraient pu avoir s'ils s'étaient nés dans le Nebraska plutôt qu'à Stuttgart ou à Brême. À Fort Robinson, le fossé entre la guerre et la paix se creusait. Certaines nuits, les prisonniers se rassemblaient dans leurs baraques pour chanter de vieilles chansons folkloriques qui flottaient à travers le camp, portées par le vent de la prairie. Les gardes qui écoutaient de l'extérieur admettaient à contre-cœur que les chansons étaient belles, voire envoûtantes. Un soldat américain écrivit plus tard dans une lettre, « Parfois, on a l'impression de regarder nos ennemis se souvenir de ce que signifie être humain. » Mais la guerre s'immisçait dans leur vie. Un soir, un garde transmit la nouvelle d'un camp de prisonniers de guerre dans un autre État, où un prisonnier avait été tué lors d'une tentative d'évasion. La nouvelle se répandit rapidement, attisant la peur. Les hommes réalisèrent à nouveau à quel point leur sécurité était fragile. Ils étaient traités décemment, certes, mais seulement tant qu'ils obéissaient. Un seul faux pas et la suspicion pouvait devenir mortelle. Les fermiers aussi portaient la guerre en eux. John Kruger, le fermier qui s'était autrefois indigné d'utiliser la main-d'œuvre des prisonniers de guerre, reçut un télégramme lui annonçant que son neveu avait été tué en France. Le lendemain, il regarda les prisonniers allemands travailler ses champs, les poings serrés. Il voulait les détester, mais lorsqu'un des hommes trébucha et tomba, un autre l'aida rapidement à se relever. Ce simple geste rongea la colère de Kruger. Ce n'étaient plus des ennemis anonymes, mais des hommes qui pouvaient saigner, trébucher et s'entraider, tout comme son neveu. Au fil de l'été, le Nebraska restait un endroit où la vie quotidienne et la guerre mondiale se chevauchaient. Les prisonniers sarclaient les mauvaises herbes, transportaient le foin et empilaient le grain. Les fermiers priaient pour la pluie ou le soleil, selon les besoins des cultures, mais les gros titres leur rappelaient sans cesse que cette vie tranquille dans la prairie n'était qu'une bulle et qu'au-delà, le monde était en feu. Cependant, alors que la guerre touchait à sa fin,
les fermiers et les prisonniers furent confrontés à une question qui allait perdurer longtemps après la fin des combats: que deviendraient ces hommes une fois les armes tues? À la fin de l'année 1945, la guerre touchait à sa fin et les vents de la prairie apportaient un silence différent à Fort Robinson. Des rumeurs se répandirent dans les casernes: l'Allemagne avait capitulé, Hitler était mort, les villes étaient en ruine. Pour les prisonniers, cette nouvelle fut comme un poids qui leur serrait la poitrine. Certains pleuraient en silence sur leur couchette, pleurant non seulement la perte de leur pays, mais aussi du fait que leur foyer tel qu'ils le connaissaient n'existait peut-être plus. Les Américains ont accueilli la nouvelle différemment. Les cloches des églises ont sonné dans les villes voisines, les fermiers ont posé leurs outils pour se réunir avec leurs voisins et célébrer la fin de ces années de télégrammes et d'inquiétude. Pourtant, même dans la liesse, une question restait en suspens: qu'adviendrait-il des Allemands qui avaient travaillé leurs champs, mangé leur nourriture et, plus étrange encore, fait partie de leur quotidien? La réponse est venue lentement. De nombreux prisonniers ont été renvoyés en Allemagne, embarqués sur des navires comme ils étaient arrivés. Leur départ laissa un vide étrange. Les fermiers, qui s'étaient montrés méfiants au début, se surprirent à regarder leurs champs et à se souvenir des hommes qui s'étaient courbés pour récolter les fruits de leur travail. Certains avouèrent même discrètement qu'il leur manquait. La femme d'un fermier confia à sa sœur: au début, je ne leur faisais pas confiance, mais quand je les ai vus travailler, j'ai compris qu'ils n'étaient que des hommes, pas confiance en eux au début, mais quand on les regardait travailler, on voyait que c'étaient juste des hommes affamés et fatigués, comme nos propres garçons. Tous les adieux ne furent pas silencieux. Dans certains cas, les fermiers serrèrent la main des hommes qu'ils avaient supervisés, brisant le tabou contre la fraternisation. Quelques-uns leur glissèrent même des lettres ou des petits cadeaux dans les mains, leur demandant d'écrire à leur retour chez eux. Bien que les règlements décourageaient de tels contacts, l'humanité s'était déjà glissée dans les interstices. Pour les prisonniers, rentrer chez eux n'était pas un simple soulagement. L'Allemagne était en ruine, des villes comme Dresde et Hambourg étaient réduites à l'état de laisse-famille, avaient été déchirées, les fermes détruites, l'avenir incertain. Des lettres sont parvenues en Amérique de la part de ceux qui avaient survécu, racontant les rues en ruine et les files d'attente pour le pain. Certains ont écrit aux fermiers pour lesquels ils avaient travaillé, les remerciant pour leur équité, leur décence et la nourriture qui les avait aidés à survivre à leur captivité. Dans un revirement remarquable, tous les hommes ne sont pas restés en Allemagne. Une poignée d'entre eux sont retournés en Amérique des années plus tard, parrainés par les fermiers dont ils avaient autrefois récolté les fruits sous bonne garde. Ils sont devenus citoyens et ont fondé des familles sur le sol du Nebraska qui leur semblait autrefois étranger. Leurs enfants ont grandi en jouant au baseball et en fréquentant les écoles américaines, sans jamais savoir que leur père avait autrefois porté l'uniforme d'une armée ennemie. Pour ceux qui sont restés en Allemagne, le souvenir du Nebraska ne les a jamais quittés. Ils se souvenaient de l'odeur des champs, de la vue des granges portant des noms allemands et des moments de gentillesse qui avaient brisé la méfiance. Certains ont dit à leurs enfants et petits-enfants de ne pas glorifier la captivité, mais de montrer que même en temps de guerre, l'humanité peut survivre. Les fermiers ont eux aussi tiré des leçons de cette expérience. Beaucoup ont raconté à quel point il avait été étrange de voir l'ennemi de près et de réaliser qu'il n'était pas si différent. Ils se souvenaient du regard d'un prisonnier lorsqu'un enfant lui faisait signe ou de la gratitude silencieuse qu'il éprouvait pour un sandwich. Cela leur rappelait que la guerre divise les nations, mais que les individus partagent souvent plus qu'ils ne le pensent. Ce qui les a le plus marqués, c'est le miroir, le choc de voir des noms allemands peints sur des boîtes aux lettres américaines. Ce simple détail a forcé tout le monde à se rendre compte à quel point l'identité peut facilement traverser les océans, comment des ennemis peuvent partager les mêmes racines et comment la guerre peut transformer des voisins en adversaires. En fin de compte, l'histoire des prisonniers de guerre allemands dans le Nebraska pas seulement une question de détails de travail ou de camions gardés, mais une question de perspective. Il s'agissait pour les agriculteurs de réaliser que leur ennemi n'était pas un monstre, mais un homme. Il s'agissait pour les prisonniers de réaliser qu'au-delà de l'océan, leur propre peuple avait trouvé une vie libre des bombes et de la tyrannie. Il s'agissait de la façon dont ces rencontres fugaces, un mot échangé, un hymne partagé, un signe de la main d'un enfant pouvaient survivre au fil barbelé et à la guerre elle-même. L'histoire enregistre souvent les batailles, les généraux et les traités, mais ici, dans les plaines du Nebraska, l'histoire vivait dans de petits moments, dans les noms peints sur les silos, dans le pain partagé à midi, dans les hommes qui autrefois se battaient dans les déserts et qui travaillaient désormais côte à côte dans les champs. Ces moments nous rappellent que même dans les moments les plus sombres, l'humanité peut s'imposer. Quelle est donc la leçon à en tirer? Que les ennemis ne sont pas toujours des étrangers, que la guerre peut nous aveugler sur les liens qui nous unissent et que parfois, les victoires les plus fortes ne se remportent pas sur les champs de bataille,
mais dans la reconnaissance silencieuse de l'humanité de chacun. Si vous avez trouvé cette histoire aussi émouvante que moi, souvenez-vous que l'histoire regorge de leçons qui méritent d'être gardées vivantes. Abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires qui nous rappellent d'où nous venons et ce que nous pouvons encore apprendre aujourd'hui.